Chers participants, bonsoir à vous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La Corée du Sud, langue, culture et emploi de travail. Dans ce séminaire se tournera autour de la langue, le travail et la culture. Tout cela avec Dr Olivier Bablet, directeur des études coréennes à Marseille Université. Accordons maintenant la parole à Dr Olivier. Dr Olivier, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, en préambule, je tiens à remercier l'Université de Mid-Océan pour cette opportunité de pouvoir échanger avec vous. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Corée du Sud, de sa langue, de sa culture, même si je ne pourrais pas évidemment couvrir tous les aspects de la culture coréenne. Et puis aussi, je vous donnerai un éclairage sur, comment dirais-je, l'aspect professionnel en Corée. Car j'ai vécu en Corée du Sud pendant 12 ans et j'ai même eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises en Corée du Nord. Voilà, donc on peut tout de suite commencer. On peut passer donc à la, comment dirais-je, la slide prochaine. Donc voilà, d'abord la langue. Donc la langue, vous voyez, on a l'habitude de dire que le coréen, c'est une langue ouralo-altaïque. Et les langues ouralo-altaïques sont caractérisées par une structure de type sujet, objet, verbe. Vous voyez que les langues sur ce planisphère, vous voyez que la zone en rouge, ce sont des langues dont la typologie est la même. Donc, c'est sujet, objet, verbe. Et d'ailleurs, c'est une difficulté pour les francophones, puisque c'est à l'envers du français. Et vous voyez qu'en jaune, là où est localisée la Chine, c'est une autre famille de langues, hein. C'est la famille des langues sino-thaï ou sino-tibétaines. Et en Chine, eh bien, c'est pas la même typologie, c'est une typologie de type sujet, verbe, objet. Et le problème, c'est que pendant très, 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 très longtemps, les Coréens n'ont pas eu de système d'écriture. Et comme vous le savez, le Hangul, l'alphabet actuel, a été créé au XVe siècle. Et donc, pendant plus de 1000 ans, les Coréens vont utiliser les caractères chinois et par ailleurs, ils vont utiliser une syntaxe qui n'est pas adaptée à la langue coréenne. Puisque vous voyez que sur le planisphère, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes groupes de familles de langues.
Donc on peut passer à la diapositive suivante. Et comme je le disais dans mon introduction, les caractères chinois ont fait leur apparition autour de moins 108 avant notre ère. Alors pourquoi moins 108? Eh bien parce que moins 108, c'est une date qui correspond à l'invasion de la Chine, pardon, l'invasion de la Corée par la Chine. Hein. Donc en moins 108, la dynastie des Han de Chine, hein, H-A-N, va envahir la péninsule coréenne et cette invasion va durer pendant, enfin cette occupation va durer pendant plusieurs siècles, hein, de moins 108 à 313, les Chinois vont occuper la péninsule coréenne. Donc pendant 400 ans, les Chinois vont euh, dominer la Corée et c'est au cours de ces 4 siècles, c'est au cours de ces 4 siècles que la Corée va être influencée culturellement par euh, la civilisation chinoise, mais la Corée va aussi être euh, donc influencée sur le plan linguistique, puisque, comme je le disais, les Coréens vont devoir utiliser les caractères chinois. Non seulement ils vont utiliser les caractères chinois, mais en plus, ils vont devoir utiliser une langue, la langue chinoise, avec un ordre des mots qui n'est pas l'ordre des mots de la langue coréenne. On peut passer à la diapositive numéro 4. Et donc, autour du 5e siècle, 5e siècle de notre ère, donc 600 ans après l'arrivée des Chinois, on va constater des déformations euh, de la grammaire chinoise et les Coréens vont commencer à composer, à écrire des phrases en suivant l'ordre des mots de la langue coréenne. Donc, si vous regardez bien cette diapositive, vous voyez que la première phrase, c'est une phrase en chinois. Je lire un livre. Donc ça, c'est ce que les Coréens ont dans un premier temps dû accepter. Et puis, au fur et à mesure, les Coréens vont commencer à écrire le chinois avec un ordre des mots qui correspond à leur langue. Et donc, vous voyez la deuxième phrase, je livre, lire. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le complément d'objet avant le verbe. Donc, vous voyez qu'il y a des espèces de déformations, il y a une adaptation du chinois vis-à-vis des besoins de la langue coréenne. Puis ben, en dessous, c'est la même phrase, mais écrite en coréen contemporain, n'est-ce pas? On peut passer à la diapositive numéro 5, la diapositive numéro suivante. Et donc, comme je le disais en préambule, au XVe siècle, le roi Sejong va créer un alphabet, le Hangul, qui est utilisé actuellement en Corée du Sud et en Corée du Nord, afin de remplacer progressivement les caractères chinois. Donc cet alphabet, au tout début, était très, très, très mal vu par l'aristocratie coréenne, car l'aristocratie qu'on appelait les Yangban, hein, eh bien, les Yangban souhaitaient continuer à utiliser le chinois d'origine chinoise ou bien le chinois modifié à la coréenne, mais en tout cas, les élites coréennes souhaitaient à tout prix maintenir l'utilisation de l'écriture chinoise parce que ça faisait déjà 1500 ans, hein, ça faisait déjà 1500 ans, 1600 ans que le chinois était largement utilisé en Corée. Et puis, les élites coréennes avaient beaucoup, beaucoup de respect pour la civilisation chinoise, pour l'écriture chinoise. Et en fait, tout ce qui n'était pas d'origine chinoise, tous les systèmes d'écriture qui n'étaient pas des caractères chinois, eh bien, étaient considérés comme une civilisation inférieure, comme
civilisation d'origine barbare. Et donc, c'était pas acceptable pour la plupart des aristocrates. Et c'est pour ça que le roi a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage euh, de forcer et d'insister pour imposer ce système d'écriture. Le roi, vous le voyez à gauche, il s'appelle le roi Sejong, hein, et on peut dire qu'il a vraiment joué un rôle majeur dans le destin de la nation coréenne, car s'il a tellement insisté pour imposer ce système d'écriture, c'est aussi parce il avait conscience que la majorité de la population, c'est-à-dire 95% de la population coréenne, était totalement illettrée. Les, les Coréens, les paysans coréens étaient incapables de lire les caractères chinois et il était, si vous voulez, consterné et, et il voulait que les choses changent. Il avait conscience que euh, si le, si le royaume de Corée devait euh, pouvoir se développer, il fallait que la population coréenne ait accès au savoir, à la connaissance. Et les caractères chinois étaient une sorte de barrière qui empêchait euh, la majorité de la population justement d'avoir accès à tout un tas de savoirs. Et donc l'aristocratie profitait de cette situation pour maintenir son précaré et maintenir son pouvoir sur le reste de la population. Donc vous voyez que le système Hangul a été créé au XVe siècle, et on peut passer donc à la diapositive suivante. Et là, vous voyez à gauche un jeu d'échecs. Et donc, on va avoir en fait deux systèmes d'écriture qui vont coexister pendant près de 500 ans. Hein, car en fait, il ne faut pas penser que le Hangul, hein, l'alphabet coréen, n'a pas disparu comme ça d'un claquement de doigts. Ça a encore pris beaucoup, beaucoup de temps. Hein. En gros, on va dire que du 15e siècle jusqu'à, jusqu'au 20e siècle, hein, du 15e siècle jusqu'au 20e siècle, donc pendant 500 ans, les caractères chinois et le Hangul ont été utilisés simultanément. Et puis, on va attendre. Donc là, le roi qui est couché, hein, le roi qui est noir, c'est les caractères chinois. C'est le roi qui symbolise l'écriture chinoise, car c'est bien lui qui va mourir à la fin. Car avec l'avènement d'Internet, hein, eh bien, les caractères chinois vont progressivement être écartés au profit de la seule et unique utilisation du Hangul, hein, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la langue japonaise, puisqu'en japonais, vous avez des caractères chinois qui sont encore massivement utilisés. Hein. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, que ce soit en Corée du Nord ou que ce soit en Corée du Sud, il n'y a plus de caractère chinois. Euh, dans les départements d'études coréennes, on n'enseigne pas les caractères chinois. Les livres pour apprendre le coréen, c'est-à-dire les manuels d'apprentissage pour apprendre le coréen pour les étrangers, par exemple, on n'exige pas de connaître les caractères chinois. Dans le système éducatif en Corée du Sud, il n'y a pratiquement plus d'enseignement des caractères chinois. Et puis surtout, tous les ouvrages qui sont édités, publiés en Corée du Sud sont entièrement publiés en Hangul. Hein. Donc, on peut dire que c'est à la fin des années 80, début des années 90, avec donc le début d'Internet, hein, que les caractères chinois ont été complètement supprimés. En Corée du Nord, l'écriture chinoise a été supprimée avant la guerre de Corée, dès 1947, mais aussi dans le souci de lutter contre l'illettrisme. Hein. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Et
Oui, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. La suivante. La suivante. Hmm. Voilà. Donc, on Vers un peut. nouveau système d'écriture, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ouais. Celle-là, Elle ouais. Ouais, est ouais, pas ouais. affichée? Oui, ça va. Ouais, c'est ça. C'est cette diapositive-là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez en Corée du Sud, vous serez donc pour conclure hein, sur cette histoire de langue, parce qu'on ne va pas parler que de la langue aujourd'hui, hein, mais pour conclure sur cette histoire de langue, eh bien, sachez que ce qui est assez extravagant en Corée du Sud, c'est que donc pendant très longtemps, on a utilisé les caractères chinois et le Hangul hein, entre 1950 et 1990, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant. Entre 1950 et 1990, donc il y avait des hanja, donc des caractères chinois, et du hangul mélangés ensemble. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que vous avez maintenant l'alphabet hangul qui est souvent mélangé avec des lettres anglaises, hein, avec l'alphabet latin. Et parfois, il y a même, c'est même carrément écrit en anglais tout court. Là, regardez la photo que j'ai mise, hein, c'est Descartes. Il n'y a même plus de hangul. Et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Il y a des personnes âgées en Corée qui sont un petit peu désabusées parce que quand elles arrivent dans un café, dans un salon de thé, eh bien, le mot toilette, il se dit en coréen hwajangsil, eh bien, c'est marqué carrément en anglais toilette. Et sauf que les personnes âgées en Corée, ils ne savent pas lire l'anglais et donc ça provoque beaucoup de quiproquos. Donc vous voyez que on est passé pendant presque 2000 ans avec une écriture chinoise et on a l'impression maintenant que l'influence de la culture américaine est tellement forte en Corée du Sud que c'est maintenant les lettres latines et a fortiori donc le vocabulaire d'origine anglaise qui est en train de grignoter et et de supprimer des mots coréens au profit de l'anglais. Donc voilà, ça c'était une des premières parties de mon intervention. Après, on peut passer à la diapositive suivante. Je vais vous parler de la culture, Euh, même si, une fois encore, je ne pourrais pas tout parcourir hein, en l'espace d'une heure 15. Oui, la diapositive suivante. Après, ouais, c'est ça, diapositive, voilà. Donc j'ai parlé de culture. D'abord, j'ai décidé de vous parler un petit peu des religions. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voyez clairement la diapositive avec un Bouddha ou pas. Déclame docteur Olivier? Oui, je suis là. C'est ça, patrimoine. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, oui, je vois. Parfait, parfait. Donc voilà, maintenant on va aborder le thème de la culture. Donc j'ai commencé par les religions en fait en Corée. Alors la religion ancestrale des Coréens, c'est le chamanisme. Hein, c'est le chamanisme. Donc le chamanisme, euh, pour le cas de la Corée, il est originaire de la Sibérie orientale. Hein, et c'est une religion, c'est la religion la plus ancienne de Corée. Et le chamanisme est encore très, très, très ancré en Corée du Sud. Euh, Beaucoup de Coréens, quel que soit leur milieu social, riche ou pauvre, jeune ou vieux, fréquentent de temps à autre des chamans, voilà, pour leur dire l'avenir ou bien pour même les guérir d'une maladie. Hein. Donc ça, c'est une des religions majeures. Euh, pour autant, le chamanisme, et ça c'est une des particularités du bouddhisme coréen, c'est que le chamanisme, c'est un petit peu mélangé avec le bouddhisme. Et donc, ces deux courants religieux ont fusionné. Hein,
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30 à 35% de la population sud-coréenne qui se revendique comme étant bouddhiste. Et le bouddhisme, eh bien, ça fait partie du paysage de la Corée du Sud. Il y a des temples somptueux qui sont disséminés partout dans le pays. Alors, ils sont plutôt localisés dans les montagnes. Ils sont plutôt dissimulés, cachés dans les montagnes. Mais vous sentez véritablement qu'une partie de la population est croyante et se rend régulièrement dans ces sanctuaires pour y prier le Bouddha. Donc à peu près 30 à 35% de la population euh, est encore bouddhiste en Corée du Sud. Après, on peut passer à la diapositive suivante. Diapositive suivante. Oui, il est affiché? Non, j'ai toujours le Bouddha. Oui. Avec quelle soirée aujourd'hui? C'est bon? Voilà, voilà, ça c'est bon. Donc, quand on parle de la Corée du Sud, enfin, quand on parle de la Corée et quand on parle de l'Asie, souvent on pense irrémédiablement au confucianisme. Et donc, la Corée du Sud, derrière sa modernité, puisque vous savez que c'est un pays qui est quand même très à la pointe dans les nouvelles technologies, mais qui est resté en même temps très, très, très traditionnel. Et on dit souvent que la Corée, c'est le pays le plus confucéen, euh, le plus conservateur, hein. Et c'est vrai que là-bas, les valeurs confucéennes, ils sont très, 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 très ancrés, hein. Et donc, l'importance de l'âge, le rapport entre les professeurs et les élèves, la hiérarchie dans les entreprises, hein, on va parler dans quelques minutes du travail, mais l'aspect de la hiérarchie dans le monde du travail, c'est très, très important parce que tout ceci a des liens très anciens avec la culture confucéenne, avec le confucianisme. Rappelez-vous du début du cours, je vous ai parlé de l'arrivée des Chinois en -108, eh bien, ça fait donc 2000 ans que la Corée est baignée par la culture confucéenne et avec le culte des ancêtres, le respect des personnes âgées, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect majeur, majeur de la culture coréenne. Et on peut même dire que la Corée est plus confucéenne que la Chine, hein, puisque la Chine, avec son régime communiste, comment dirais-je, supprimer pas mal de ces valeurs traditionnelles, ce qui n'est pas le cas en Corée. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, on est toujours sur l'aspect de la religion. En Corée du Sud, il y a aussi une religion qui est très, très importante, que je dirais qui est la plus dynamique, c'est le protestantisme. En Corée, il y a 30 à 40% de chrétiens, hein, 30 à 40% de chrétiens, peut-être 7 à 8% de catholiques, mais le reste, ce sont surtout des protestants. Il faut savoir que les protestants en Corée du Sud ont les plus grandes églises du monde, hein, on les appelle des méga church. Ils ont les plus grandes églises au monde, hein. Et par ailleurs, les protestants en Corée du Sud sont très actifs à l'intérieur du pays, mais ils sont également connus pour être très, très actifs à l'extérieur de leur pays, hein. Donc il y a tout un réseau de protestants sud-coréens, de pasteurs sud-coréens qui parcourent le monde. Il y a beaucoup donc d'évangélistes sud-coréens qui vont un peu partout dans le monde et qui cherchent à,
comment dirais-je, à convertir la population au christianisme et a fortiori au protestantisme. Donc, vous voyez à gauche, sur l'image, vous voyez un paysage assez typique, assez classique de l'urbanisme en Corée du Sud, avec, lorsque la nuit tombe, euh, des, euh, des dizaines et des dizaines de croix rouges qui quadrillent les villes parce qu'il y a des églises protestantes à perte de vue, hein. Donc vous voyez que les protestants sont plutôt présents dans les milieux urbains, alors que les moines religieux, les bonzes, eux, sont plutôt, leurs temples bouddhistes sont plutôt localisés dans les montagnes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les religions. Et on peut passer à d'autres thèmes en lien avec la culture coréenne. Donc là, brièvement, j'aimerais vous parler de la division. De la division. Comme vous savez, la Corée est divisée en deux. Elle est divisée en deux depuis 1953. Vous voyez qu'avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud prend une nouvelle ampleur, hein. Et souvent on croit à tort que la Corée, elle est divisée du fait des événements liés à la guerre froide. Alors c'est vrai que la Corée a été divisée euh, suite aux événements du XXe siècle, mais en réalité, euh, les, comment dirais-je, les racines de cette division sont très très profondes. Alors là, je vais vous expliquer en quelques lignes, hein, même si c'est très complexe. Là, vous voyez à gauche, sur la photo, à gauche, vous voyez un historien français qui s'appelle Fernand Braudel, et qui dit qu'il faut analyser l'histoire dans la longue durée. Et c'est vrai que si on analyse l'histoire dans la longue durée, on se rend compte que depuis très longtemps, la Corée a été divisée. La Corée a été divisée. Euh, Là, vous voyez une carte au centre, a été divisée pendant 7 siècles, hein. Vous voyez la carte des trois royaumes. Les trois royaumes de Corée, c'est juste avant le début de l'ère chrétienne jusqu'à la fin du 7e siècle. Donc pendant 700 ans, la Corée a été divisée. Elle a connu d'autres divisions par la suite. Donc, ce n'est pas la première fois que la Corée est divisée. Et puis, il faut aussi penser en termes de relief. Il y a la géographie aussi qui doit être prise en compte, car le nord et le sud de la Corée sont bien différents. Le sud de la Corée possède beaucoup de plaines. Il y a beaucoup de plaines, donc ça veut dire que les gens ont pu toujours survivre grâce à la terre, alors que au nord de la Corée, c'est très très montagneux et les gens étaient obligés surtout de survivre avec la chasse ou la cueillette de plantes, de champignons. Vous voyez. Donc il y a des histoires de relief, de géographie qui rentrent en compte. Il y a le climat aussi qui est différent. Au nord de la Corée, il fait très 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 froid, alors qu'au sud de la Corée, il y a quasiment un climat semi-tropical. Donc les gens du Sud ont aussi pu bénéficier d'un climat beaucoup plus clément. Et puis, la Corée, pendant toute son histoire, a souvent été envahie par des puissances étrangères, et souvent c'était des puissances étrangères qui, de fait, accédaient par le nord de la Corée. Et c'est souvent les gens du nord, c'est souvent les soldats du nord qui étaient en première ligne pour défendre les gens du sud. Et donc, si vous voulez, et c'est ce qu'essaye d'expliquer Bruce Kunming à droite, non, 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 ne passez pas, pas encore, pas encore. Si vous voyez le livre à droite, le livre de Bruce Kunming, on s'aperçoit que les causes de la Corée sont très, très profondes, très anciennes, et qu'il y a une espèce de ressentiment en Corée du Nord vis-à-vis des gens qui vivent au sud. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Euh, de cette tragédie, hein, de la division de la Corée,
Vous le savez, il y a malheureusement beaucoup de réfugiés nord-coréens qui ont quitté la Corée du Nord. Il y a à peu près 35 000 Nord-Coréens qui vivent en Corée du Sud, hein, 35 000. Et donc, ces réfugiés nord-coréens, lorsqu'ils arrivent en Corée du Sud, ils sont pris en main pendant 2 ou 3 mois dans un centre spécial près de Séoul. Et donc, la Corée du Sud va tout faire en fait pour essayer de les réinsérer dans une nouvelle vie et leur apprendre un petit peu comment se débrouiller dans un système capitaliste tel que, tel qu'est la Corée du Sud. Donc là, vous voyez sur cette photo, vous voyez le centre à gauche où sont confinés les réfugiés nord-coréens. Et donc pendant 2 ou 3 mois, ils vont suivre des séminaires pour qu'ils puissent se réadapter à la vie au Sud. Et donc ça, c'est un sujet majeur dans le dialogue intercoréen, car il y a beaucoup de réfugiés qui cherchent régulièrement dirais-je, à demander l'asile politique en Corée du Sud, et c'est une question qui est encore très sensible. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, la Corée du Sud, elle a une phase très sombre, hein. C'est un pays très riche. C'est un pays très riche. Mais c'est un pays qui souffre beaucoup. C'est une population qui souffre beaucoup, hein. J'entends sur le plan mental, car tenez-vous bien, il y a toutes les heures un suicide et demi par heure. Il y a un suicide et demi par heure. Donc c'est un des taux de suicide les plus élevés au monde, hein. On retrouve ça au Japon, un peu moins en Chine, mais ça traduit quand même une forme de mal-être. Et ce mal-être, il peut s'expliquer, entre autres, hein, mais il y a beaucoup de causes, mais le mal-être s'explique s'explique, pardon, par le fait que les Coréens travaillent énormément, hein. Un Coréen lambda va travailler 50, 60 heures, 70 heures par semaine. Donc, on peut imaginer l'état de fatigue des individus, le stress au travail. Euh, et donc, ça provoque de telles statistiques, hein. Et donc, ce sont des personnes qui sont soit dans les entreprises, hein, qui décident de mettre fin à leur jour, mais ça peut être aussi des jeunes, des collégiens ou des lycéens qui sont, si vous voulez, qui ne supportent plus la pression à l'école euh, et qui décident de mettre fin à leur jour. Ça peut aussi toucher des personnes âgées euh, qui ont des pensions de retraite qui sont pas suffisantes pour pouvoir survivre dans ce pays. Donc, vous voyez, la Corée du Sud, il ne faut pas non plus trop l'idéaliser. C'est un pays où les gens souffrent. Et l'actuel président de la Corée du Sud avait fait sa campagne sur le fait il avait pour objectif de faire travailler les Coréens entre 60 et 70 heures. Et vous voyez, il a été élu, hein. Il a été élu, hein. Donc, les choses ne risquent pas de s'arranger. Et donc, souvent, j'ai des amis coréens qui me disent, ben, je ne peux pas venir samedi parce que samedi, je travaille jusqu'à 15 heures, hein. Et puis finalement, ils terminent à 17 heures, hein. Et puis souvent, ils vont travailler aussi le dimanche matin. Oui. Donc, c'est sans arrêt, sans arrêt. Et ça explique aussi que les gens, ils vont boire. Là aussi, il y a une grande culture de l'alcool, hein. On essaye de boire pour essayer d'oublier le stress. On fume beaucoup et ça aussi, ça provoque évidemment, comme vous le savez, des maladies euh, cardiovasculaires. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Là aussi, les Sud-Coréens sont un peu les champions du monde. Ils font pas d'enfants, ils ne font plus d'enfants.
Ouais, ils ne font plus d'enfants parce qu'ils sont super, super, super stressés. Mais quand on travaille 50 heures, 60 heures, 70 heures par semaine, de toute façon, on n'a même pas le temps de voir son enfant. Hein. On est fatigué, on est exténué. Et donc, la seule chose que les gens veulent faire en arrivant à la maison, c'est dormir. Et donc, euh, et donc, souvent, les Sud-Coréens décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils n'ont pas le temps, n'ont pas le temps. Euh, et sinon, s'ils ne veulent pas avoir d'enfants aussi, c'est parce que ça coûte trop cher. Ça, c'est la deuxième raison importante. Ça coûte trop cher. Euh, c'est vrai que l'école est gratuite en Corée du Sud, mais il y a des instituts privés qui coûtent cher et tous les Coréens emmènent leurs enfants suivre des cours supplémentaires après l'école, des cours intensifs de mathématiques ou des cours intensifs d'anglais. Et tout ça représente une somme d'argent assez conséquente. Et c'est la raison pour laquelle les Coréens décident de ne pas faire d'enfants. Donc là, vous voyez, là, j'ai volontairement pris des statistiques de 2019. C'était juste avant la crise du Covid-19. Et déjà, les statistiques étaient vraiment plutôt mauvaises. Et donc, vous pouvez imaginer pendant le Covid. La tendance actuelle est toujours la même. Il n'y a pas assez de renouvellement de génération et donc ça pose tout un tas de problèmes pour, une fois encore, pour les pensions, pour les retraites, et ça a beaucoup de conséquences. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Coréens, mais la bonne nouvelle, c'est que la Corée du Sud, puisqu'elle ne fait pas d'enfants, Euh, elle a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de personnes venues de l'étranger. Oui, pour finir sur cette question des enfants, je voulais ajouter une chose, et ça c'est très très récent, c'est que maintenant, figurez-vous qu'il y a des endroits où c'est marqué interdit aux enfants. Donc non seulement ils ne veulent pas faire d'enfants, mais en plus, ils ne veulent même pas être dérangés par des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des cafés, il y a des espaces, il y a des zones où, où c'est marqué en coréen interdiction aux enfants. Ils ne veulent pas être dérangés par des enfants qui jouent à côté ou qui feraient du bruit. Vous voyez, ça va très loin. Hein. Donc je reviens à ce que je disais, puisqu'ils ne font pas d'enfants, la Corée demande de plus en plus à ce que des étrangers viennent comment dirais-je, combler euh, les postes à pourvoir, les postes qui étaient censés être adressés à des Coréens, eh bien, ils vont les donner à des étrangers. Donc, là, ça, c'est plutôt le côté positif des choses, c'est qu'en Corée du Sud, il y a un certain nombre d'opportunités à saisir, car les grandes entreprises comme Samsung, LG, Kia ont besoin d'avoir des gens bien formés euh, qui puissent donc remplacer les personnes qui qui ont terminé leur carrière. Et donc cette tendance-là, elle va certainement continuer dans les années à venir si les Coréens continuent à ne pas faire d'enfants. On peut passer à la diapositive suivante, mais pour rester sur la question du travail, Euh, le problème aussi, et vous voyez, tout est lié, hein, le suicide, le fait de ne pas faire d'enfants. Euh, le problème aussi, c'est que en Corée, euh, la plupart des postes sont quand même assez précaires. Alors, on est bien payé, mais les postes sont précaires. Il n'y a pas la culture du CDI en Corée du Sud. Hein. Enfin, ceux qui sont en CDI, ce sont souvent les fonctionnaires, mais la plupart des personnes sont en CDD. D'ailleurs, c'était mon cas. Moi, j'ai jamais eu un CDI en Corée du Sud. Pourtant, j'y ai travaillé pendant 12 ans. Et donc, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit dans le monde universitaire, moi j'étais à l'université,
jamais j'ai eu la possibilité d'obtenir un CDI, hein. Donc, les CDI, ça se compte sous le bout des doigts. Il faut vraiment soit avoir de la chance, soit avoir travaillé là-bas très longtemps avant d'avoir un poste plus stable. D'ailleurs, une des raisons, c'est une des raisons qui m'ont poussé à quitter la Corée, c'était que, en fait, on a toujours le sentiment d'être sous un siège éjectable. Oui. Voilà, donc on peut continuer parce que je vois que le temps passe vite. Alors, concernant la culture, et là, je pense que vous êtes aussi très au courant de ce qui se passe depuis le début des années 2000, hein. Donc, il y a une avalanche de séries télévisées, hein, qui s'est d'abord euh, manifestée en Chine, hein. C'est en fait la vague coréenne, hein, la Hallyu, hein, elle a commencé en Chine au début des années 2000. Et, euh, et donc, c'est grâce à cette vague populaire que la Corée a commencé à se faire connaître un peu partout dans le monde entier, mais surtout dans un premier temps en Asie, donc en Chine, et puis au Vietnam, en Thaïlande, à Taïwan. Alors qu'au même moment, en Europe, les gens connaissaient à peine, enfin très mal en tout cas, la Corée. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Alors certes, il y a eu la Coupe du Monde en 2002, hein. Mais ce que l'on connaissait de la Corée en Europe, en France en tout cas, c'était des choses assez simples, assez vagues. Donc voilà, des choses vraiment très basiques. Les Jeux Olympiques à Séoul en 1988, donc la Coupe du Monde de football en Corée en 2002. Évidemment, l'image très négative de la Corée du Nord en France. Et, mais voilà, quoi, on a toujours du mal, je pense, aussi à déterminer que des produits comme Samsung sont des produits enfin, qui sont originaires de Corée, quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que Samsung, c'est japonais ou d'origine chinoise, hein. Donc la Corée se faisait connaître en Asie au début des années 2000, mais la Corée avait encore du mal à, à se faire connaître en Europe. Et puis, on passe de la culture populaire, on passe des séries télévisées et de la K-pop avec une vague de cinéma. Diapositive suivante. Voilà. Avec le cinéma coréen qui va vraiment exploser au début des années 2000. C'est la première fois, en fait, que personnellement, moi, j'ai vu des affiches de cinéma de films coréens en plein Paris, avec des films comme Old Boy, qui va connaître un succès international, ou bien euh, Printemps, été, automne, hiver aussi, qui sont des films d'art et d'essai aussi, qui vont aussi toucher pas mal de spécialistes du cinéma, et d'autres films où la qualité esthétique comme Untold Scandal est particulièrement marquante. Donc, on sent que ce soit au niveau de la culture populaire ou que ce soit au niveau du cinéma, avec un cinéma beaucoup plus mature, vous voyez, la culture coréenne commence à se faire connaître à l'étranger. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, si vous voulez, le début des années 2000, c'est aussi la période où l'apprentissage du coréen va commencer à prendre une nouvelle tournure. Là, à gauche, vous avez le fondateur, mon prédécesseur en fait, hein. Vous avez à gauche le fondateur des études coréennes à Aix-en-Provence, à l'université de Aix-Marseille. Et au début, quand il a commencé, donc c'était en 2003-2004, il y avait seulement 3 ou 4 personnes, hein, 3 ou 4 personnes à faire du coréen.
Ce qui était mon cas aussi, hein. Moi, j'ai commencé à faire du coréen en 2006 à Paris. À Paris, on était 3 ou 4 étudiants. Et aujourd'hui, figurez-vous que on est la langue orientale la plus demandée, la plus étudiée, hein. C'est-à-dire que les lycéens français demandent en priorité à faire du coréen. Le chinois, c'est loin derrière, mais la langue numéro un demandée, c'est coréen et ensuite c'est japonais. Donc, on a 2500 lycéens à Aix-Marseille qui veulent faire du coréen. On a seulement 100 places. On a seulement 100 places. Donc, moi, je suis régulièrement sollicité pour comment dirais-je, ils veulent absolument faire du coréen. À chaque fois, je suis obligé d'envoyer des mails pour leur dire, bah non, c'est pas possible, on n'a pas de place. Vous voyez, donc c'est incroyable. C'est incroyable à quel point les Français veulent absolument apprendre le coréen. Et, euh, et par ailleurs, on a mis en place ici à Aix-Marseille plusieurs partenariats pour pouvoir faire partir nos étudiants en Corée, soit pour 6 mois, soit pour un an. Donc, l'apprentissage du coréen a explosé. Ça a explosé aussi grâce, merci à la diapositive suivante aussi, grâce à l'avènement de YouTube et des réseaux sociaux. Euh, Parce que là, on, vous voyez, on avait les séries télévisées, la K-pop, mais avec l'avènement de YouTube, eh bien, on va avoir accès 24 heures sur 24 à la K-pop, on va pouvoir regarder des séries télévisées sur YouTube. Et je ne vous parle même pas, évidemment, au jour d'aujourd'hui, avec Netflix, on peut regarder des tas de séries coréennes. Et donc, tout ça va s'accélérer. Tout ceci va s'accélérer et la culture coréenne va se faire connaître dans le monde entier, hein, hein. Donc, la culture coréenne, on peut passer à la diapositive suivante, hein. La culture coréenne, c'est aussi, ça s'arrête pas simplement à la K-pop, ça s'arrête pas simplement aux séries télévisées ou au cinéma. Euh, et c'est grâce à ça, en fait. C'est grâce aux séries télévisées, grâce à la K-pop, grâce au cinéma que les gens vont s'intéresser à la nourriture. Donc, on parle de K-food, hein. Euh, et c'est vrai que la nourriture coréenne, c'est une nourriture qui est très bonne pour la santé, hein. C'est pas gras comme la cuisine chinoise, donc c'est beaucoup de légumes. Pas beaucoup de viande, mais surtout beaucoup de légumes. Et c'est très bon pour le corps. Et, euh, et moi, je me suis régalé comme ça pendant des années et des années à manger des bibimbap. Et donc maintenant, il y a une espèce de soft power aussi pour la cuisine et notamment pour le kimchi, hein. Le kimchi qui est un des plats principaux, incontournables de la cuisine coréenne. Et d'ailleurs, on le voit même en France, puisqu'il y a des restaurants coréens comme ça qui, euh, qui ouvrent, hein. Donc avant, c'est pareil, il y a 20 ou 30 ans, c'était que des restaurants chinois ou japonais. Et maintenant, on voit qu'il y a des restaurants coréens maintenant un peu partout. Avant, il y avait seulement des restaurants coréens à Paris, mais maintenant, dans les grandes villes de France, il y a des restaurants coréens. Donc on voit qu'il y a vraiment euh, que la culture coréenne, elle se limite plus simplement à des séries télévisées, mais ça touche la nourriture, mais ça peut toucher d'autres aspects. On peut passer à la diapo suivante. Ça peut aussi toucher les produits de beauté. Alors, les produits de beauté, en général, c'était plutôt la France qui était à la pointe dans ce domaine-là. Mais les Coréens, là aussi, ils vont vraiment mettre le paquet pour développer l'industrie du luxe. Euh, donc, toutes les crèmes, tous les parfums, les produits de maquillage, dont les Coréennes sont très, enfin, elles aiment se maquiller, elles peuvent passer des heures à utiliser différents types de crèmes. Et donc, les produits coréens sont venus concurrencer les produits français. Et ils sont de très bonne qualité et moins chers que les produits français. Et donc,
ça aussi, c'est un autre aspect de la culture coréenne, c'est-à-dire cette espèce d'attrait pour les produits cosmétiques fabriqués en Corée, car ils sont plus faciles pour une jeunesse coréenne qui ne peut pas se permettre d'acheter des produits de luxe françaises. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, diapositive suivante, c'est la chirurgie esthétique. Ça aussi, c'est un aspect majeur de la culture coréenne. En tout cas, c'est quand vous vous promenez dans les villes coréennes, partout, vous voyez des cliniques. Euh, Dans les stations de métro, vous voyez des publicités partout pour euh, l'opération, pour faire de la chirurgie. Donc, il y a cette espèce d'obsession de la perfection. Il faut avoir un corps parfait, il faut lutter contre le vieillissement, et donc il faut supprimer les rides. Puis en Corée, on est vieux très jeune. C'est-à-dire que quand on a 25 ans, on est déjà considéré comme une personne âgée. Et donc, très souvent, les Coréens et les Coréennes, hein, c'est hommes et femmes confondus, hein, vont subir des petites opérations pour corriger un défaut, se rallonger les jambes, corriger un défaut au niveau du nez, pour être la plus esthétiquement possible acceptable. Vous voyez, donc il y a vraiment là encore, on retrouve à nouveau cette espèce de pression sur la société, sur les personnes pour avoir un physique qui corresponde aux critères demandés. Vous voyez, pour travailler dans une entreprise, il faut être bien habillé, puis il faut être physiquement quasiment, entre guillemets, avoir le moins de défauts possible. Et dans la mesure du possible, ne pas paraître trop âgé. Donc il y a toute une histoire de marketing autour de la, de l'apparence. Donc il y a le culte de l'apparence. Et ça, c'est une souffrance, hein. C'est une pression supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes Coréens qui se suicident parce qu'elles pensent ou ils pensent qu'ils n'ont pas les critères de beauté demandés. Oui. Donc oui, c'est vraiment, ça va très, très, très loin, hein. Donc la culture coréenne, on peut passer là à la diapositive suivante, je y reviens, c'est donc cette fameuse Hallyu qui arrive cette fois-ci en Europe dans les années 2010. Donc toujours avec un focal sur la culture populaire. Moi, souvent, quand je demande à mes élèves, je leur demande, mais pourquoi vous voulez apprendre la langue coréenne? Et évidemment, ils sont passés par tous ces canaux des réseaux sociaux, donc YouTube et Netflix, et puis ils ont donc vu des groupes de boys band ou de girls band sur YouTube, et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, ils ont trouvé un intérêt à la Corée, et donc on passe des boys band et des girls band à des séries télévisées, et puis après, ben, on a envie de goûter la cuisine coréenne. Après, on a envie de voir du cinéma coréen. Et puis après, on a envie d'aller en Corée, on a envie d'apprendre la langue coréenne, etc., 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 etc. On peut passer à la diapo numéro 27, la suivante. Donc, évidemment, il y a eu aussi le phénomène de Gangnam Style avec le chanteur Psy, qui a fait, je crois, le plus de vues sur YouTube. Et donc, c'est toujours par le canot de la culture populaire que la Corée va réussir à se faire connaître dans le monde entier, hein. Et, euh, et donc, et attirer les gens vers leur pays, hein. Donc, cette culture populaire, même si elle est décriée, même si parfois elle n'est pas de très bonne qualité, euh, elle dégage des bénéfices qui se comptent en milliards de dollars, hein. Là, c'est la diapositive suivante, hein. Ce sont des milliards de dollars de bénéfices, hein. Donc, pendant les années 1970, dans les années 1980, 1990, en fait, les grandes entreprises en Corée, ils se disaient, non, nous, il faut que on développe notre pays avec les voitures, avec les bateaux,
avec la construction navale, avec le BTP. Et en fait, ils avaient toujours ignoré ou snobé un petit peu le côté culture populaire. Et c'est en fait dans les années 90, ils ont réalisé qu'à Hollywood, quand un film américain fonctionnait bien, ça pouvait dégager des millions de dollars de bénéfices. Et donc c'est pour ça que dans les années 90, les Coréens se sont dit non, ok, les voitures, les bateaux, les tablettes Samsung, ok, c'est bien, mais on peut faire autre chose. On peut faire autre chose. On peut aussi gagner de l'argent en faisant des séries télévisées, en créant des groupes de K-pop ou bien en faisant des films qui pourraient fonctionner à l'étranger. Et c'est ce qui s'est passé en 2019, parce que là, on, voyez, on passe d'une culture populaire à un cinéma de très haute qualité, avec l'apothéose de la Palme d'Or à Cannes. Ça, c'est la diapo suivante, en 2019. Voilà. Donc, Palme d'Or à Cannes en 2019. Et là, vous voyez que on n'est plus trop dans une culture populaire, mais on est dans un cinéma quand même très puissant qui est reconnu par ses pairs. En fait, le metteur en scène coréen, il est reconnu comme étant quelqu'un qui fait lui aussi des films méritant la Palme d'Or. La dernière La dernière diapositive, c'est aussi la force de la Corée. Elle se traduit aussi par sa diaspora. Enfin, elle a une diaspora qui est très puissante. Tout à l'heure, je vous ai parlé des missionnaires protestants, euh, mais il y a beaucoup de Coréens qui vivent à l'étranger. Il y a à peu près 7 millions de Coréens qui vivent en dehors en dehors de la Corée du Sud. Vous avez 1 million de Coréens d'origine chinoise qui vivent en Chine, mais vous avez des milliers de Sud-Coréens qui sont installés un peu partout sur les grandes villes orientales de la Chine. Vous avez évidemment une diaspora très importante de Coréens aux États-Unis et au Canada. Euh, une autre un peu moins connue qui se trouve en Asie centrale. Et puis évidemment, en Europe, il y a énormément de Coréens. Donc tout ça, ça fait que il y a encore une fois un espèce de soft power un peu qui arrive à bien se circuler sur le globe grâce à tous ces Coréens qui sont répartis dans le monde et qui permettent de faire connaître la Corée à l'étranger. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Peut-être que vous avez des questions sur ce que je viens de dire ou même des questions sur la Corée en général. Merci infiniment à vous, docteur Olivier, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Parce que je... Questions. Personne ne va tenter la tentative, je vais tenter la tentative, moi. Ne soyez pas timide, hein. Voilà, Soirifan, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Ok, merci pour cette belle présentation. Ma question serait de savoir est-ce que la Corée est un pays accessible ou il y a des difficultés, sinon comment pouvoir comment? Il n'y a pas par exemple des, euh, des cas particuliers, par exemple, qui n'ont pas des bourses pour inviter les gens, par exemple, dans tous les domaines, je précise. Oui. Euh,
Après, dans toute question d'accessibilité, mais aussi, est-il possible d'avoir la chance aussi d'apprendre leur langue? C'est pas enseigné partout dans le monde, il n'y a pas des opportunités pour apprendre cette langue, comme le chinois, par exemple, le mandarin. Oui. Je Alors, voulais savoir. ouais. Alors, d'abord, il faut vérifier auprès de l'ambassade de Corée du Sud, du pays où vous êtes. Donc, si dans le pays où vous êtes, il y a une ambassade de Corée du Sud, vous pouvez déjà, dans un premier temps, soit aller les voir directement, soit aller consulter le site de l'ambassade. Car normalement, en tout cas, c'est le cas en France, l'ambassade de Corée du Sud en France, ils donnent des bourses. Ils donnent des bourses. Donc, il faut régulièrement consulter le site. Et puis, sinon, il y a des fondations. Donc, la fondation la plus célèbre, c'est la Fondation de Corée, Korean Foundation, la Fondation de Corée. La Fondation de Corée, elle va aider des étudiants. Alors, ça dépend hein, du niveau d'études que vous avez. Si vous avez une licence, si vous avez un master, si vous voulez faire un doctorat. Donc, il y a tout un tas de financements qui sont proposés par la Korean Foundation. Il y a également une bourse. Il y a une bourse qui est assez connue. C'est une bourse de master. C'est-à-dire, vous avez une bourse pendant un an. Pendant un an, vous avez des cours de coréen intensifs. Et ensuite, pendant 2 ans, vous avez donc un master qui est financé par cette bourse. Et donc, je vous recommande d'aller voir soit sur le site de l'ambassade, soit de taper Korean Foundation, ou bien de chercher cette bourse. Mais j'ai oublié le nom de Ah, si, attendez, ça me revient. Ça me revient. La bourse, ça s'appelle NID. Ça s'écrit N-I-I-E-D. N-I-I-E-D. Et attendez, hein, vous tapez NIIED, Korea, je pense que vous allez le trouver. Hein. Voilà, voilà. Ouais. National Institute for International Education. Voilà, donc là, c'est une bourse, mais je connais pas votre niveau d'études, mais c'est une bourse normalement de master. Et donc, si vous avez déjà une licence, vous pouvez postuler à cette bourse. Donc, voilà, je sais Super. pas. Ouais. Soirée vous avez d'autres questions? C'est tout est clair? Oui, tout est clair, mais là, j'ai demandé une autre question. Oui, oui, Et allez-y. pour la langue, Oui. n'y a-t-il pas de dispositifs, par exemple, qui peuvent aider à apprendre la langue coréenne, par exemple? Bah, là encore, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Hum, Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas la possibilité d'apprendre le coréen, il vous reste soit l'option de l'apprendre sur Internet, mais bon, c'est une langue très difficile. Hein. Euh, Sinon, l'autre méthode, c'est de pouvoir aller sur place. Euh, je sais pas, enfin, je m'excuse, hein, peut-être je vais mal prononcer votre prénom, Swarifan, mais quand j'étais en Corée, il y avait beaucoup d'étudiants des étudiants étrangers, hein, qui arrivaient en Corée, ils avaient une bourse de licence. Ils avaient une bourse de licence. Donc je ne sais pas quel est votre niveau d'études, mais si vous sortez du lycée, vous
Vous pouvez même chercher sur Internet et obtenir une bourse de licence. Et là-bas, la licence, c'est 4 ans, hein. Donc, des bourses de licence, il y a des bourses de master, il y a des bourses de doctorat. Donc, apprendre le coréen, franchement, tout seul, ça semble impossible, parce que c'est une langue beaucoup trop difficile. Bon, à moins d'être un génie, hein. Mais bon, c'est quand même une langue très difficile. Et donc, soit vous suivez des cours dans un institut, mais visiblement, vous n'en avez pas auprès de vous, ou soit il faut aller sur place. Donc, il faut bien chercher sur Internet euh, les bourses, hein, parce que la Corée du Sud, c'est un pays très riche. Et la Corée du Sud, elle donne des bourses à beaucoup, beaucoup d'étrangers, parce que ils espèrent que ils espèrent qu'au retour, si vous avez appris le coréen, vous allez être amené à travailler avec la Corée et faire connaître la Corée dans votre pays. Donc, oui, je vois que Arba Bidin a une question. Super, donc on va passer à Arbabidine. La parole est à vous. Arbabidine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. D'accord, Madame Malak. Bonjour, Monsieur Olivier, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien, je vais très bien, merci. D'accord, ça fait un grand plaisir de pouvoir participer à ce séminaire. C'était très intéressant et enrichissant de pouvoir voyager vers la Corée. Bon, ma question est de savoir quelle est la place, si ça vous dérange pas, la place du Corée sur le côté recherche, surtout sur la technologie, surtout sur le domaine de la cybersécurité, si vous avez quelque chose à nous dire. Je n'y connais rien, mais je suppose qu'en matière de cybersécurité, la Corée du Sud est certainement très à la pointe, compte tenu de la situation liée avec la Corée du Nord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils doivent connaître très bien ce domaine. Après, savoir comment travailler là-bas sur ça, je ne pourrais pas vous dire, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire au juste? Vous voudriez euh, pouvoir euh, vous perfectionner dans ce domaine là-bas en Corée ou... Oui, 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 exactement. Parce que moi-même, je suis dans une licence fondamentale de mathématiques, informatique et applications. Ouais, Je vois actuellement comment ça se passe, surtout c'est pas seulement en Afrique, mais ouais, partout. On voit les menaces, on voit les entreprises qui sont exposées à des dangers très, 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 très graves. Et je voulais savoir un peu la position ou bien la place du Corée par rapport à ce discipline qui est très important. ouais. Donc, une fois encore, je suis désolé, c'est pas du tout mon domaine, mais compte tenu de ce qui se passe en ce moment même, d'ailleurs, entre les deux Corées, je suis sûr que la Corée du Sud est à la pointe dans ces technologies-là. Donc, là encore, je pense que si vous êtes en licence, franchement, une des solutions, c'est de vraiment de chercher sur Internet, chercher les différents programmes de bourse euh, qui vous permettraient d'aller en Corée du Sud et d'intégrer une formation ou un programme parce que, une fois encore, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Corée ne fait plus d'enfants et la Corée manque de bras. Elle manque de bras et donc des personnes dans votre profil pourraient les intéresser. Euh, mais c'est vrai que si vous êtes très 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 loin et que
et que vous ne parlez pas le coréen et que vous ne savez pas sur quel lien chercher, ce n'est pas évident, je l'avoue. Donc, la difficulté première pour vous, ça va être de mettre les pieds en Corée. Et c'est pour ça qu'il faut chercher des programmes comme j'ai évoqué tout à l'heure, comme le NID, vous voyez la NIIED, Oui, pour vous voyez, mettre les pieds là-bas. Ou bien la Korean Foundation. La Korean Foundation, ils donnent des bourses d'1 an, 2 ans de langue coréenne. Euh, donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous êtes tous non, dans les non, cours, c'est ça, actuellement? non, non, moi, je vis actuellement à Rabat, au Maroc. Au Maroc? D'accord, Oui, à Rabat. d'accord. Donc franchement, si vous êtes au Maroc, je vous conseille d'aller sur le site de l'ambassade de Corée du Sud à Rabat D'accord. et déjà de vérifier dans un premier temps si il n'y a pas des pistes, hein, euh, ou alors carrément les contacter, les appeler, leur demander voilà, des renseignements, ou bien, je me répète, mais Korean Foundation, le NEED, euh, il y a autre chose aussi, mais c'est peut-être pas dans votre domaine, mais je sais pas, mais Academy of Korean Studies. Academy of Korean Studies, peut-être. Euh, ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais là-bas, c'est carrément, mais carrément, vous allez sur le site des universités coréennes et vous cherchez carrément sur le site d'une université, par exemple, parce que les universités sont très riches. Vous allez sur le site de Yonsei University. C'est une des meilleures universités. Vous regardez, c'est écrit en anglais, hein. Tous les sites internet sont en anglais. Vous cherchez programme de bourse parce que les études coûtent très cher là-bas, hein. Oui. L'université, ça coûte très cher, hein. Donc, il faut absolument avoir une bourse parce qu'un master, ça coûte 20 000 dollars. Et donc, vous cherchez des programmes de bourse dans les universités prestigieuses comme Yonsei ou bien Sogang University. Et ça aussi, ça peut être un moyen. Ça peut être un moyen de pouvoir mettre les pieds là-bas, quoi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Olivier. De rien, de rien. Superbe. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense qu'il y avait un participant nommé Anix qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il est toujours dispo avec nous. Je pense que nous l'avons perdu. Donc, jusqu'à l'arrivée de vos questions, je vais poser moi une question si c'est possible. Bien sûr. Ok, pour quelqu'un qui maîtrise la langue corée, que ce soit en Corée du Sud ou que ce soit dans un pays francophone ou pays anglophone, quels sont les métiers qui peut les appliquer, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel? Ceux qui maîtrisent la langue corée. Ouais. Alors, je pense que autant il y a du travail en Corée du Sud pour les étrangers. Euh, D'ailleurs, la langue coréenne, c'est une barrière parce qu'elle est difficile. Et puis, les Coréens sont pas très à l'aise en anglais, hein. Ils sont un peu plus confidents que les Japonais. Les Japonais sont très, très, très timides, hein. Les Coréens sont un peu plus courageux, mais quand même, ils ont des difficultés à parler anglais. Et donc, vous voyez que, c'est-à-dire que le coréen, c'est vraiment une barrière, hein. C'est pas comme si vous allez à Hong Kong ou à Singapour, les gens parlent en anglais. Là-bas, non, hein. Voilà, Donc, le coréen, c'est très utile en Corée. Ça peut être très utile pour travailler aussi avec la diaspora coréenne aux États-Unis, mais le coréen, ensuite en France, à quoi ça sert? Franchement, c'est pas évident, quoi, parce que les entreprises coréennes qui sont en France, elles ont les Coréens qui sont en France, si vous voulez, ils parlent français ou ils parlent anglais, quoi. Et souvent, mes étudiants, après leur licence de coréen, souvent, ils font des masters professionnalisants, hein. Ils font des masters professionnalisants et très souvent, leur carrière professionnelle n'a pas véritablement de lien avec la Corée.
Voilà, ça, je préfère vous le dire franchement. Bon, moi, je suis professeur de coréen, mais ça court pas les rues. Ça court pas les rues, vous voyez. Euh, Trouver du travail avec le coréen en France, non. Par contre, trouver du travail avec le coréen en Corée, oui. Si vous parlez assez bien coréen en Corée, vous allez trouver un super job. Vous allez trouver un super job. Mais voilà, vous allez avoir pratiquement pas de vacances et vous allez devoir travailler 50 heures, 60 heures par semaine. Ce qui est bien quand on est jeune. Ça devient compliqué quand on commence à vieillir. Bon, c'est moins rigolo, quoi. Super. Donc, Donc, on va donc, y a passer pas, à... Oui, oui, donc, oui, docteur. donc, coréen en France, franchement, c'est difficile de trouver du travail, hein. C'est difficile. Mm. Tout ce qui est langue étrangère, ça va être compliqué. C'est ce que vous voulez dire, docteur, n'est-ce pas? C'est difficile, c'est une langue difficile, et puis c'est pas une langue qui est très demandée en France, ni même dans l'Union européenne, hein. Donc le chinois, c'est déjà quand même plus le chinois, l'arabe, le russe, c'est des langues quand même qui sont plus valorisantes. Le coréen, c'est l'avantage, c'est que c'est une langue très précise, hein. C'est original, c'est précis, ça saute aux yeux. Mais concrètement parlant, les entreprises coréennes qui sont en France, ils ont surtout besoin de gens qui parlent en anglais, quoi. Bon, après, c'est vrai que il y a des entreprises coréennes qui vont être plus tentées de choisir un Français qui a fait du coréen, mais la langue de travail, souvent, ça va être l'anglais, hein. Parce que quand moi, dans mes cours, on parle de la langue coréenne, enfin, on enseigne le coréen, mais on fait aussi des cours de culture coréenne. Notamment, on leur explique ce que c'est que le confucianisme et l'importance de la hiérarchie. Donc tout ça, c'est important de connaître bien les codes culturels de la Corée. Mais je dirais que ouais, en France, bon, de toute façon, en France, il n'y a pas de travail, donc d'une manière ou d'une autre, on peut avoir tous les diplômes. C'est difficile de trouver du travail en ce moment en France. Super. Donc, je pense que Mohamed Swalihi avait levé la main il y a tout à l'heure. Mohamed Swalihi, la parole est à vous. Mohamed Swalihi, vous avez accès au micro. C'est pas grave. On va passer avec Arbabiddin Assad. La parole est à vous. Euh, Vous avez accès au micro. Arbabiddin. Arbabiddin Hamadi Mohamed. J'espère que j'ai bien prononcé. Hmm. Ok, c'est pas grave, je pense que nous l'avons également perdu. Annie Fouad, la parole est à vous. Bonsoir, monsieur Allô? Olivier, Allô? enfin docteur. Bonsoir. Il y a deux Allô? qui parlent en même Allô? temps. Il y a Mohamed qui parle et puis il y a une autre personne qui parle. Allô? Oui, bonjour Mohamed. Mohamed, c'est pas votre Oui, tour allô? maintenant. Veuillez attendre votre tour, Mohamed. Oui, allô? Ok, Annie, la parole est à vous. Oui, Anne-Lie, je vous écoute. Bonjour. Euh, Bonsoir plutôt. oui, bonsoir, oui. Euh, je voulais demander quel... Oui, on vous entend plus là. Annie, vous le Allô? recevez? Oui, Anne-Lie, je vous Oui, entends je pas. vous reçois. Oui, c'est bon, on vous entend. Anne-Lie, allez-y. Euh, Annie, je pense que vous avez un problème de connexion. Veuillez écrire votre question via le chat. Donc, on va passer vers Swarifan.
Swarifan, la parole est à vous. Oui, je voulais demander si j'ai bien compris. Euh, Si par exemple on ne connaît pas la langue coréenne, si j'ai bien compris, c'est avec les langues étrangères, c'est difficile d'avoir un travail ou des opportunités en Corée, c'est ça? Alors, je sais qu'il y a des Français, ils arrivent en Corée sans parler le coréen. Donc, évidemment, ils parlent anglais. Et dans une ville comme Séoul, on peut se débrouiller à trouver un travail sans parler le coréen, mais quand même, c'est compliqué, c'est limité, ça vous limite dans votre champ de possibilités. Parce que la Corée, je répète, c'est pas Hong Kong, c'est pas l'Inde, c'est pas Singapour. 90% des Coréens ne parlent pas anglais. Enfin, ils ont du mal à s'exprimer en anglais. C'est dû à la timidité, mais c'est aussi dû au fait que pour eux, c'est dur de parler anglais. C'est difficile pour eux. Donc, vous pouvez trouver du travail en Corée en ne parlant que l'anglais, mais si vous parlez anglais et que vous parlez coréen, alors là, c'est vraiment, ça va être un plus, hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce serait bien que vous puissiez venir et faire des cours intensifs pendant un an en Corée et ensuite être sur place et chercher du travail. Donc, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Super. Donc, on va passer maintenant à Mohamed Swalihi. Mohamed Swalihi, la parole est à vous. Mohamed Swalihi, vous avez accès au micro. Ah, je pense que nous l'avons perdu. Arwa Biddin, oui? Arwa Biddin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ok, jusqu'à l'arrivée de ceux que nous les avons perdus, vous pouvez écrire vos questions soit via le commentaire ou vous pouvez lever la main pour avoir la parole et les poser. Vous m'entendez? Oui, Oui, Annie. Annie, nous vous entendons. Ma question était la suivante. Euh, euh, Qu'est-ce qui pourrait motiver mon choix de choisir de faire mes études en Corée du Sud par rapport à un autre pays? Euh, parce que je pense que la Corée du Sud a le vent en poupe. On parle de plus en plus de la Corée. Euh, et donc, enfin, on dit souvent que c'est vraiment maintenant the place to go, quoi. C'est l'endroit où il y a vraiment plein de choses à faire et à voir. Euh, après, entre la Corée, le Japon et la Chine, je dirais que les pays sont à peu près identiques en termes de surprise. Vous serez forcément surpris en allant en Chine ou au Japon comme si vous alliez en Corée, quoi. Il y aura un choc culturel.
Donc, il n'y a pas de raison particulière d'aller en Corée par rapport au Japon ou à la Chine. Simplement, en Corée du Sud, peut-être qu'ils font plus d'efforts. Et ça peut répondre à votre question. La Corée du Sud, je pense, fait plus d'efforts pour accueillir les étudiants étrangers. Parce que, d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin de population étrangère. Et donc, ils ont tout intérêt à donner des bourses et à faire en sorte que les étrangers apprennent leur langue. Vous savez, la Corée, c'est un tout petit pays qui est écrasé entre le Japon et la Chine. Donc, ils ont tout intérêt à ce que des étrangers viennent et apprennent leur langue, leur culture, pour que leur identité, pour que leur culture soit protégée et soit connue à l'extérieur. Donc, je pense que le Japon, c'est un pays qui est assez refermé sur lui-même, qui accueille un peu au compte-gouttes les personnes venues de l'extérieur. Quant à la Chine, elle a déjà suffisamment d'étrangers, en fait. Donc, la Chine, elle a des quotas et je sais que, par exemple, maintenant en Chine, c'est difficile pour les Français d'aller là-bas. Ils limitent les visas de travail. Et donc, peut-être que ça peut être la Corée qui va vous accueillir dans des conditions meilleures. Mais quelle que soit la destination, je pense qu'en Extrême-Orient, si vous allez en Extrême-Orient, il y a des opportunités partout, partout. Et on le dit sans cesse dans les médias, l'Asie orientale, c'est l'avenir. C'est là où le, le monde est en train de se tourner. Donc, peu importe que ce soit la Corée ou un autre pays, hein, si vous avez l'occasion de pouvoir vous y rendre, allez-y. Ouais. Super. On va passer à la dernière question Merci. d'aujourd'hui. Oui, Annie? Il a dit merci, je crois. Merci. Ouais, je disais juste merci. Si vous avez des questions, je pense que aussi, je peux vous donner mon adresse mail, parce que bon, souvent, on pense pas pendant la conférence tiens, j'aurais dû lui poser cette question-là et j'ai oublié. Donc, je pourrais vous donner mon adresse mail et s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez m'écrire. Voilà. C'est ce que je voulais juste Super. ajouter. Donc, on va prendre la dernière question. Mohamed Swalihi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ouais, Mohamed, on ne vous entend pas. Mohamed Swalihi. Ok. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Voilà, j'ai mis mon adresse mail dans le chat. Je pense que nous l'avons perdu et je pense que nous avons répondu à la plupart des questions posées aujourd'hui. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, Docteur Olivier, voulez-vous ajouter quelque chose? Juste, ouais, j'ai mis mon adresse mail dans le chat. Comme ça, si les participants ont des questions à me poser, il ne faut pas qu'ils hésitent à me solliciter. Je pourrais leur répondre avec grand plaisir. Et puis aussi, ben, je voulais vous remercier, vous personnellement, de m'avoir invité à cette conférence. Et voilà, j'étais ravi de vous donner un petit aperçu de mon expérience, même si c'était difficile de voir faire l'impasse sur certains aspects de la culture coréenne, parce que c'était trop court.
et peut-être une autre fois. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions qui viennent ultérieurement, je me ferai un plaisir de vous répondre ou même voire de vous mettre en contact avec des personnes qui seraient susceptibles de vous intéresser, voilà, dans votre carrière professionnelle. Merci infiniment à vous, Dr. Olivier, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, 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 nous avons un formulaire de certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire pour être capable de recevoir votre certificat à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons ensemble dans nos prochaines activités. La semaine prochaine, ne loupez pas nos nombreuses activités qui auront lieu le vendredi et le samedi prochain. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et fin de journée. Au revoir. Merci Malak. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.